l'invité de la matinale. KTO Radio. Chaque année, l'ONU célèbre la Journée mondiale de la mer le 30 septembre, une date qui tombe et qui coïncide également avec le temps pour la création, qui termine, je le rappelle, le 4 octobre prochain. Autant de raisons ce matin pour mettre les voiles sur les mers et les océans, l'importance de leur préservation, mais aussi sur les dimensions économiques, défis et enjeux avec l'un des spécialistes de ce sujet ce matin, Christian Buchet. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO. Vous êtes directeur du Centre d'études de la mer et de l'Institut catholique de Paris. Vous avez également écrit un ouvrage que je cite, Osons la mer, publié aux éditions du Cherche Midi. Alors, Christian Buchet, pour de nombreuses personnes, la mer est un espace de loisirs, parfois dangereux, voire même étranger. Que représente la mer pour les hommes ? Écoutez, d'abord, il faut être humble face à la mer. C'est le mot, l'adjectif qualificatif qui revient le plus dans la bouche de tous les navigateurs. Et la vie, de ce point de vue, n'est pas un long fleuve tranquille parce qu'elle s'apparente métaphoriquement à une traversée maritime. Non, la mer, c'est la plus formidable promesse jamais faite aux humains. Vous savez, ce qui est fou, à travers 5000 ans d'histoire, depuis la préhistoire, ça fait à peu près 5000 ans, on a vu la mer que dans une seule dimension. Alors, elle n'est pas négligeable, c'est la surface. 72% de la surface de notre planète, c'est de l'eau. Et à travers 5000 ans d'histoire, eh bien, c'est le commerce, on a vogué sur cette mer, et puis c'est la pêche. Ça veut dire la pêche, c'est sous l'eau, mais enfin bon, on est à quelques mètres simplement sous l'eau, mais on est en train de découvrir enfin, et c'est ça qui permet d'être optimiste aujourd'hui, que la mer a 3 autres dimensions, figurez-vous. Une seconde dimension, c'est l'épaisseur, c'est la tranche d'eau, qui descend à plus de 11 km dans la fosse des Mariannes. La troisième dimension de la mer, c'est que 72% des terres de la planète Terre sont des terres recouvertes par la mer, des terres immergées et qu'on ne connaît pas. On connaît 5% très précisément du fond des mers, bon, 15 autres pourcents encore avec une définition qui s'apparente à peu près à la définition qu'on a pour la planète Mars. 5 plus 15, ça veut dire que 80% de la mer, on ne l'a jamais vu. Alors certains auditeurs doivent se dire, oui, mais j'ai chez moi un planisseur, on voit bien quand même toutes les montagnes au fond des mers. Oui, on sait qu'elles sont là, mais on ne les a jamais vues. C'est simplement par altimétrie spatiale qu'on a recomposé ça, parce que les satellites ne voient pas 1 centimètre sous la mer. Par contre, ils voient lorsque la mer a des bosses. Alors bien sûr, on a fait des modélisations sans les vagues, et lorsqu'il y a une poussée, c'est qu'il y a une montagne en dessous. Mais 80% du fond des mers, on sait qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des montagnes, mais on ne les a jamais vues. Et puis, je me lance même dans une quatrième et dernière dimension de la mer. On commence à découvrir que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. C'est-à-dire, vous voyez que sans la mer, c'était ce très bel écrivain Paul Valéry qui disait « Nous sommes dans un monde fini ». Mais non, parce que sans la dimension 2, 3, 4 de la mer, on ne passe pas, qui permet d'être optimiste. Et c'est ce qu'a marqué, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs en son temps en France le Grenelle de la mer, ou plutôt les 327 experts du Grenelle de la mer. La mer, je cite, contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir durable et désirable. Alors, vous parlez justement des fonds marins. Il y a eu une réunion de l'Assemblée de l'Autorité internationale des fonds marins cet été en Jamaïque, à Kingston, la capitale. L'objectif initial était d'établir, je crois, un code minier pour essayer d'encadrer l'exploitation des fonds marins. Ce code minier n'a pas été mis en place, n'a pas abouti. Christian Buchet, quels sont les enjeux autour des fonds marins aujourd'hui ? Ils sont considérables. Bon, un exemple, les terres rares, ça porte très mal son nom, les terres rares, c'est 17 métaux stratégiques, ont des noms un peu compliqués, qu'on utilise dans tous les appareils électroniques, les iPhones, etc., même les pales des éoliennes. Aujourd'hui, la Chine exporte 82% des terres rares mondiales, et le président Xi a dit qu'il allait baisser progressivement. Donc on cherche un peu partout. Deuxième réserve mondiale de terres rares, c'est sans doute le Groenland. Et la France dispose de 18% quasiment des réserves de terres rares connues. Pourquoi ? Parce qu'au large de l'archipel de la société Tahiti, pour faire court, sous l'eau donc, on a une zone d'adduction de plaques où il y a ce genre de choses. Donc oui, il y a beaucoup de choses au fond des mers. D'abord, il y a énormément de pétrole, pour une raison très simple, c'est que le pétrole est issu de la décomposition d'algues. Donc on en a trouvé au Sahara, parce qu'autrefois, le Sahara était recouvert par la mer, mais vous comprenez bien qu'on en trouve beaucoup, j'allais dire malheureusement, au fond des mers. Donc oui, il faut éviter de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de confondre la mer avec un supermarché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il faut encadrer les choses
Intelligemment, intelligemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je vois bien à travers les jeunes, à travers mes étudiants à l'Institut catholique, les jeunes sont contre l'exploitation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra pas un jour recourir à certains éléments, mais encore une fois, en étant très précautionneux. Mais ce qui est formidable, c'est que la mer nous invite à une autre manière de voir. On est en train de découvrir que la mer, les organismes marins, d'abord précisons que les organismes marins, c'est pas uniquement les cachalots, les baleines. Imaginez que 99, le pouillème que vous voulez derrière est totalement invisible à l'œil nu. Nous sommes Mmh. dans le domaine de l'infiniment petit. C'est une véritable soupe dont on sait aujourd'hui. Nous sommes ici, donc ça ouvre énormément. Et on a des organismes marins qui savent faire des choses qu'on ne sait pas encore faire, même dans les recherches et développements les plus poussés. Et donc, ça inspire, si vous voulez. On est aujourd'hui dans une nouvelle manière de la voir, pour peu qu'on ait, je dirais, un regard ou un peu plus aimant ou un peu plus émerveillé, chacun prendra son adjectif qualificatif, eh bien, on s'aperçoit que la mer est en avance et plutôt que d'inventer toujours des usines à gaz dans notre coin, on peut, par biomimétisme, par bio-inspiration, s'inspirer de ce que la mer sait faire. C'est-à-dire que la mer nous ouvre à une autre part de nous-mêmes, en sachant encore une fois que nous émanons toute certitude maintenant du milieu marin. Pourtant, les mers, on comprend bien l'importance des mers et des océans pour l'espèce humaine. Pour autant, les mers et les océans n'échappent pas à la pollution humaine. Quelles sont les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur eux? Alors, la principale menace, elle est très claire. C'est ce que on appelle l'acidification des océans. C'est pas celle qu'on met toujours en avant. Parfois, j'interviens souvent dans les médias sur le continent de plastique. D'abord, il n'y a pas un continent de plastique, il y en a 5 au dernier pointage. Vous en avez 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique et un dans l'océan Indien. Et si vous voulez financer une expédition pour trouver un nouveau continent de plastique, ben, financer une expédition en Méditerranée, vous savez, toutes les particules fines qui flottent à la surface, ben, la mer a la gentillesse par le biais des vents et des de regrouper tout ça, mais enfin bon, elle passe le balai, mais pas la pelle, bon, Mmh. à nous de retirer tout ça. Ça montre l'ampleur de la pollution, mais la pollution majeure, et ça on n'en parle pas assez parce qu'il n'y a pas d'image, et puis ça ne nous ramène pas à un imaginaire particulier, c'est l'acidification des océans. Alors qu'est-ce que c'est? La mer nous rend un service formidable, elle absorbe entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, on est plutôt de l'ordre de 37%, mais cela, ce service incroyable, parce qu'autrement, on sent ça il y a longtemps qu'on aurait une pédagogie du masque en quelque sorte, ça provoque une acidification. La mer s'acidifie. Alors, mettons bien les choses en perspective. C'est pas la mer qui est menacée. La mer, elle a déjà vécu à 362 degrés, elle a vécu de manière beaucoup plus acide. Encore une fois, je me bats parfois parce que mes étudiants sont géniaux, mais ils me disent, monsieur, on veut faire des gestes pour sauver la planète. Mais je leur dis, attendez, le problème n'est-il pas dans la formulation? Pour qui vous prenez-vous pour penser que vous allez sauver la planète? Les deux maillons faibles sur la planète, ce sont les abeilles et les humains. La mer, elle a très bien vécu, elle a vécu à 362 degrés, je le disais, nous disjonctons à 42 degrés. C'est-à-dire que la difficulté, il faut qu'on se remette à un niveau qui est un niveau en harmonie avec la nature et bien sûr en commençant avec la mer. Il faut se mettre à l'écoute de la mer, à l'écoute de la nature. Vous savez, on a le don, nous, parfois, les humains, de compliquer les choses. On est en train de découvrir des choses simples. Ce qui est bon pour la nature est bon pour l'humain et inversement. C'est une nouvelle harmonie qu'il faut trouver. Revenons, sur la partie plus, sociale ou en tout cas économique. Que représente la part du commerce mondial qui transite, par la mer? La mer et les océans sont aussi une gigantesque autoroute. Ah bah écoutez, 92%, c'est pas rien, 92% volume du commerce mondial passe par la mer. C'est-à-dire que finalement, le camion qui arrive devant chez vous, il vient d'un port quelque part. D'ailleurs, ça peut être intéressant de le dire. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui ne se sait pas, qui est essentiel. Tout passe par conteneur aujourd'hui, bien sûr, en dehors du gaz et du pétrole. Il faut que je vous donne la réalité de la France parce on la méconnaît. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg comme port. Si je prends la région PACA, dans le sud, un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par ces mêmes ports du Nord, Anvers, Hambourg et Rotterdam. Le premier port français, c'est pas Le Havre, c'est pas Marseille, c'est le port d'Anvers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région de France la mieux reliée à la maritimité, la mieux reliée au flux, c'est le Nord est. Et plus une entreprise va se décaler du quart nord-est de la France, moins elle sera compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'importer pour produire? Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'exporter pour vendre? Alors heureusement, les dirigeants ne le savent pas toujours. Bon, il y a un deuxième élément. Imaginez ce que représente un porte-conteneur.
Je prends pas les plus gros, les 22-24 000 boîtes comme le porte-conteneur Jacques Saadé de CMA-CGM, mais je prends des gros porte-conteneurs de 16 000 conteneurs. C'est 8 000 camions pour le dépoter, c'est 97 kilomètres de camions bout à bout. Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui? Quatre choses qui passent à la crise des gilets jaunes, pour faire du franco-français, permettraient de montrer que les aspirations ne sont pas contradictoires, mais pour aller dans le bon sens, ce qui permettrait aujourd'hui tout à la fois de redonner de la compétitivité à nos entreprises, de lutter contre les émissions de CO2, parce que c'est le transport maritime est le moins polluant, trois, de lutter contre la désertification, voire quatre, même lutter contre l'accidentologie routière. Rappelez-vous, c'était le débat 80 ou 90 sur la nationale. C'est une politique maritime, mais c'est quoi une politique maritime? Ce n'est pas qu'une politique de la pêche, c'est avant tout une politique d'aménagement du territoire. Tant que les villes les plus à l'intérieur du pays, Limoges, Clermont-Ferrand, ne seront pas reliées à leurs ports régionaux, nos deux grands ports qui sont Le Havre et Marseille ne marcheront pas. Et tant que Le Havre et Marseille resteront ainsi des cul-de-sac pour ne pas être raccordés à l'intérieur, eh bien nous n'aurons pas une économie fluide, nous n'aurons pas les mêmes gains de productivité. C'est-à-dire que finalement, une grande politique économique, c'est une politique maritime, une politique de flux. Et une dernière question pour conclure cette interview, Christian Buchet. En ce temps pour la création, on l'a dit en début d'interview, quel est le lien, ou en tout cas existe-t-il un lien entre spiritualité et la mer? Ah, écoutez, oui, 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 oui. J'ai eu l'occasion d'écrire un petit livre là-dessus aux éditions du Cerf, Marin de nos vies. C'était suite à un dîner avec un grand marin français qui me disait: moi, le paradis, j'en ai rien à faire. Je lui dis: pourquoi tu dis ça? Il me dit: oui, parce que moi, je suis élevé chez les bons pères, hein, je suis breton. Ils m'ont dit dans le dernier bouquin de la Bible, à l'Apocalypse, il n'y a pas de mer dans le paradis. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Alors, c'est vrai que je suis rentré à l'Institut catholique un peu étonné. On a travaillé avec des étudiants pendant 2 ans, des théologiens, et on s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on peut a priori penser, la mer, elle est sacrément présente. On ne parle pas de lac de Galilée ou de lac du Tibériade, mais de mer de Galilée, de mer du Tibériade. Il y a 12 apôtres dans le Nouveau Testament. 4 sont pêcheurs, 4 sur 12, est-ce que ça veut dire que 33,33% de la population active à l'époque du Christ est dans la pêche? Non, à tout casser 7 à 8%. Donc vous avez une surreprésentation. Et qu'est-ce que montre, et vous pouvez même aller au-delà du christianisme, qu'est-ce que montrent les trois grandes religions monothéistes, et même la sagesse hindouiste, bouddhiste et la psychanalyse, la mer étant un peu le pont de réconciliation entre tout ça, c'est que la vraie vie est une traversée maritime. Il faut oser partir. L'évangile dit avance au large, c'est mieux que le cabotage. C'est-à-dire que la vraie vie ne consiste non pas à rester enfermé chez soi, à regarder la meilleure série Netflix qui vient de sortir et c'est formidable, mais c'est oser partir, oser se jeter à l'eau, oser avancer, et chaque religion va y aller de ses conseils. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire, hein, et c'est très compliqué la mer, parce que c'est à la fois la mort et la vie. Le Christ qui marche sur la mer, c'est la préfiguration de la résurrection, parce qu'il marche sur la mort. Il y a plein de choses à dire, et même au niveau de la psychanalyse, c'est génial. Une vraie vie consiste à quitter son port d'attache, avec attention en français que l'homonymie, c'est-à-dire sa mère au sens maman, sans retourner dans le giron de maman, et soyons modestes, on passe jour après jour, mais décade après décade, devenir, comme ils disent, un individu qui s'engramme. Donc, vous voyez comment la mer, c'est une traversée de vie, c'est une traversée de perte, c'est oser partir, oser prendre le large, au vent de l'esprit en quelque sorte. Bon, on en a en tout cas beaucoup appris ce matin grâce à vous, Christian Buchet, sur les mers et les océans. Merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes notamment directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, et que si les auditeurs veulent un peu approfondir ce que vous avez dit sur les mers et les océans, vous avez écrit un livre, Osons la mer, publié aux éditions du Cherche Midi. Bonjour, merci à vous, bonne journée. Bonne journée à tous.